Bienvenue dans Conservation Journey, le podcast qui laisse la parole aux personnes et aux organisations engagées pour la préservation de la faune et de la flore sauvage. Dans cet épisode, Sabine raconte son parcours en détail, de BTS GPN à entrepreneur dans la filière du recyclage des filets de pêche. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Sabine Meneux. Alors, j'ai un parcours où je suis originaire de Guyane française. J'ai fait un bac scientifique et après ce bac scientifique, j'ai commencé une première année de licence en géologie à Montpellier. Ça s'appelait Géologie, biologie des écosystèmes à la faculté des sciences. Donc, j'en ai fait pendant 1 an que j'ai redoublé en toute franchise parce que venant de Guyane, il y avait plein de choses à rattraper en arrivant en métropole. Et puis en redoublant, je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'il n'y avait pas assez de terrain à la fac, en tout cas pas assez selon moi. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même refait cette première année, que j'ai validée. Et puis finalement, je suis partie en BTS, gestion, protection de la nature. Peut-être que certains connaissent déjà cette formation. Et j'ai fait ce BTS GPN dans l'Aveyron, à la MFR. Donc une MFR, c'est Maison familiale et rurale à Saint-Cernin-sur-Rance. Alors, tout petit village, mais par contre totalement cohérent avec ce diplôme par rapport aux attentes aussi que j'avais de me reconnecter un petit peu plus à la nature. Donc c'est une école entourée de forêts et de daims et d'oiseaux. J'ai fait ce BTS GPN, c'était en 2012-2014. Donc on était la nouvelle réforme, pour ceux qui connaissent du BTS GPN, qui mixait l'animation et la gestion, parce que pendant 20 ans, on séparait ces deux matières, et puis maintenant, on se rend compte qu'on ne peut pas faire de la gestion sans être capable de vulgariser de la donnée scientifique, et on ne peut pas faire d'animation sans au moins avoir des connaissances naturalistes, donc l'un et l'autre vont ensemble. J'ai fait ce diplôme. À la suite de ce diplôme, j'ai postulé à pas mal de licences. Donc, je pense que certains connaissent aussi. Ça s'appelle la licence professionnelle Eden à Montpellier, qui a encore bien changé par rapport à la version actuelle. Cette licence Eden, je n'ai pas été prise parce que mon parcours professionnel ne correspondait pas aux attentes, puisqu'à l'époque, je voulais être chargée de communication en environnement. En fait, tout simplement parce qu'en 2012-2014, les sites internet ou les pages Facebook des associations ou même des entreprises en environnement ou même des parcs nationaux n'existaient pas ou très peu ou étaient très mal faits. Et donc, c'était un de mes projets de pouvoir valoriser le savoir naturaliste, de valoriser de la donnée scientifique à travers une bonne communication. Et je voyais pas autre qu'un naturaliste de faire ce genre de travail. Donc j'ai postulé à des licences en web design, en agence de communication, etc. Mais j'ai pas du tout été prise. Donc je me suis lancée en autodidacte en 2015, oui, 2014, plutôt 2014, pardon, en autodidacte pour créer des sites internet. Et j'ai créé le site internet d'une association qui est basée aux Comores, ATCI, qui s'occupe des tortues marines. Donc ça m'a permis de me mettre un peu la main à la pâte, de rencontrer un peu le monde professionnel, de créer mon premier statut d'auto-entrepreneur. Et puis en janvier 2015, j'ai postulé à un emploi. Et c'est là où quand on sait pas trop vers quoi se tourner, faut pas hésiter. C'est de regarder même les petits CDD de 1 mois, 2 mois. Vous savez jamais où ça va vous emmener. C'était un CDD de 1 mois à Natural Solutions. Alors ATI, ça s'écrit ATSEI. Donc j'ai fait ça et donc le poste chez Natural Solutions, c'est une société qui est basée à Marseille. Ils recherchaient un profil naturaliste pour aller faire des inventaires faune et flore pour des applications de rando. Donc l'application s'appelle EcoBalade et le métier c'était d'aller sur le terrain pour refaire du repérage de sentiers nature, d'inventorier toute la faune et la flore et les enregistrer dans de la base de données. Donc au début, ils recherchaient un profil master. Je me suis permise de les appeler en leur disant que un master c'était pas assez bien pour lui, qu'il y avait pas assez de travail scientifique, etc. derrière. J'ai joué un petit peu au culot et en fait ça a vachement intéressé. J'ai passé l'entretien, j'ai été prise. Au bout de 2 semaines, ils m'ont reprolongé sur un nouveau contrat, un nouveau CDD de 2 mois ce coup-ci. Et pendant ce deuxième CDD en février, j'ai pu assister et participer au salon du e-tourisme à Saint-Raphaël et j'avais réussi à ramener un contrat. Alors c'est pas énorme, mais c'était un contrat à 10 000 €. Donc pour une société, c'est toujours intéressant.
Et à ce moment-là, la société a décidé de me payer une formation en marketing, en référencement naturel pour les sites internet et en prospection commerciale. Donc j'ai pu prendre un peu plus de place et ce qui m'a permis de signer un CDI à 22 ans dans cette entreprise pour justement continuer à développer cette application, redévelopper de nouveaux projets et faire aussi l'interface avec le monde scientifique et des fois des collectivités. Ce qui m'a donné aussi cette chance, de travailler pour la ville de Paris à ce moment-là avec Natural Solutions qui était maître, d'ouvrage sur, la remise en état d'un site internet qui s'appelait Végétalisons Paris. Alors il n'existe plus parce que le mandat c'est terminé et effectivement le culot, faut pas avoir peur. Donc j'ai pu travailler sur la ville de Paris où je faisais les allers-retours à Paris pour notamment traduire ce que voulaient les techniciens des agents des espaces verts auprès des développeurs et donc je faisais, ce métier de traducteur. J'ai créé un cahier des charges pour que justement les agents des espaces verts puissent enregistrer de la donnée sur le site et ça me permettait de faire les allers-retours une fois par semaine à Paris. Ça se fait très bien, hein, Marseille, Paris, ça pose aucun problème et j'ai fait ça, j'ai travaillé chez Natural Solutions pendant 2 ans. Au bout de 2 ans, on a décidé de faire, un changement de projet, enfin surtout moi, de vie professionnelle parce que, Natural Solutions est une entreprise, qui développe beaucoup d'outils numériques. C'est une super opportunité quand on a envie de travailler avec des scientifiques. Ils ont des contrats avec, l'Ouzbékistan, avec le Maroc. Ils ont travaillé pour le Muséum national d'histoire naturelle sur l'application INPN Espèces. Ils ont travaillé avec, Sauvages de Maru. Donc c'est vraiment une société chez qui vous pouvez vous tourner si vous avez aussi une double compétence en informatique. Parce que la plupart des développeurs qu'ils embauchent, ont des connaissances ou une formation en environnement. J'ai travaillé avec des océanographes, qui étaient formés au Python et en fait, ils trouvaient du boulot partout comme ça et en 2016, avant mon départ, j'avais un peu réduit mes heures chez eux suite à des problèmes de santé et en fait, à ce moment-là, je me suis mise à plonger parce que bon, pour ceux qui connaissent pas trop la Guyane, l'eau n'est pas, comment dire? N'est pas très attrayante pour aller plonger donc je me suis retrouvée à m'initier à la plongée à Marseille. Pour ceux qui connaissent le coin, vous savez que c'est de belles plongées, de belles opportunités. J'ai passé mon niveau 1 de plongée, rien de fou, mais par contre, ce qui s'est passé, c'est que pour moi, ça a été un nouveau choc. Un nouveau choc parce que j'avais déjà eu un choc beaucoup plus jeune, mais de me remettre face à des déchets marins et ça, je pense que ça parle à pas mal de monde maintenant, hein. On n'est plus éloigné de la problématique de la pollution plastique en mer, mais c'est surtout des filets de pêche perdus en mer et de revoir ces déchets, de revoir ce filet alors qu'on était en plein cœur d'un parc national des Calanques et cetera, ça a refait vachement monter de vieux souvenirs enfouis parce que j'ai eu la chance de faire une traversée de l'Atlantique à la voile, en voilier avec ma mère à 11 ans et déjà en 2005, à cette époque-là, quand j'avais 11 ans, il y avait déjà du déchet plastique et déjà personne ne trouvait ou ne donnait de réponse de qu'est-ce qu'on fait, pourquoi ils sont là, comment on pourrait les réduire. C'était pas trop un sujet d'actu et en fait, c'est revenu en plein fouet. Donc en ressortant de l'eau, je discute avec mon entourage qui était beaucoup d'océanographes qui me disaient: «Non, mais en fait, les pêcheurs, ils en ont rien à faire de l'environnement, ils les jettent, volontairement, ils ont pas de conscience, de toute façon ça sert à rien de travailler avec eux». Je trouvais le discours assez radical, même trop et donc j'ai préféré aller directement voir un pêcheur. Donc ça, c'était en 2016, c'était en mars 2016. Je suis directement allée voir un pêcheur qui au début m'a dit: «Mais, tu qui? Tu une ONG?» «Non, non, je suis juste, quelqu'un qui s'intéresse à vous, à cette problématique, vous faites quoi avec vos filets? Qu'est-ce que c'est comme matière? Pourquoi ils sont plus au coton?» Et en fait, j'étais déjà sur la base même d'une analyse, de méthodologie, de projet ou de quantification de déchets sans le savoir, mais, au bout de cette discussion qui a duré à peu près 3-4 heures du filet, oui, avant c'était en coton, en lin. Il y avait des f avant c'était des femmes qui tissaient les filets en coton. Donc la dernière entreprise française qui faisait ça, elle était basée à Sète. Ceux qui connaissent, c'est à côté de Montpellier et donc les femmes faisaient ça et c'était les hommes qui après partaient à la pêche, mais on était sur des filets qui étaient très lourds. Dès que ça prenait l'eau, il y avait pas les machines comme ils ont aujourd'hui, ils ont pas ce treuil qui vient les remonter et cetera, donc c'est un peu plus, c'était compliqué. Donc ce que faisaient les gens du village, c'est qu'ils venaient aider les pêcheurs à remonter les filets des bateaux et donc ce qu'on appelle la fameuse criée.
à négocier le poisson, au cul du bateau pour justement récupérer un poisson moins cher parce qu'ils avaient aidé le pêcheur à retirer le poisson, à remonter le filet qui était très lourd, hein. On était déjà sur des filets de 400 mètres de long à cette époque-là et ça, c'était en 85. Et puis, dans les années 80, il y a eu l'essor vraiment du plastique qui coûtait moins cher et beaucoup plus léger, ce qui a permis aux pêcheurs de partir plus sur des filets en plastique et aussi il s'est passé une rupture culturelle puisque les gens ne vont plus aider les pêcheurs à remonter ces filets, à sortir le poisson et donc de par cette rupture culturelle, il a fallu aussi trouver une solution d'avoir un filet beaucoup plus facile à manipuler, dont ces fameux filets en plastique qu'on voit aujourd'hui, partout. Dans les documentaires, quand on plonge un petit peu, on peut en retrouver, ce qui est très dangereux. Et donc, ce pêcheur m'expliquait qu'en fait, ils se font énormément taper par les ONG, hein, ce qui est pour certains pêcheurs compréhensible. Mais dans la plupart des cas, et surtout ici en Méditerranée, ce n'est pas jeté volontairement, puisqu'un filet, on est entre 2 et 6 000 € le filet pour la petite pêche. Quand je parle de petite pêche, c'est vraiment ce petit bateau de moins de 10 mètres qu'on va avoir à Marseille, qu'on va avoir à Perpignan, qu'on va avoir du côté de Nice. La règle, c'est un bateau de moins de 15 mètres avec un patron pêcheur sur le bateau. Donc ils sont tout seuls à manipuler ce filet. Et donc on est sur des filets voilà, entre 2 et 4 à 6 000 €. J'avais des pêcheurs qui achetaient par an juste 50 000 € de filets par an. Donc ça représente quand même un budget. Donc imaginez-vous que, jeter volontairement son filet en mer, finalement, en fait, c'est pas possible. Donc vraiment le bon terme, c'est perdu, suite à des dégâts. Donc la plupart du temps, les filets sont perdus parce que, intempéries, comme aujourd'hui on a du Mistral, c'est pas un jour où on va en mer pour récupérer ses filets. Quand il y a trop de vent d'est aussi, ça peut faire une rupture puisque le filet est cassant et il peut se déchirer dans les vieilles épaves, il peut se déchirer aussi, sur les fonds rocheux et aujourd'hui, ce qui a augmenté la perte en mer, ce sont les autres bateaux. Si, vous connaissez un peu la Méditerranée française, si vous allez du côté de Nice ou même de Perpignan, il y a énormément de monde en mer et en fait, les gens ne font pas attention. Ils se voient qu'il y a un flotteur, donc ils se disent: «OK, il y a un filet», mais comme ils savent pas la longueur du filet, ils passent un petit peu n'importe où et en fait, ils se retrouvent à couper le filet et c'est comme ça qu'on va augmenter la perte de ce filet-là en mer et en fait, tout ça, vous ne pouvez le savoir que quand vous discutez avec, des pêcheurs, que quand vous discutez avec eux de leurs problématiques, de leurs besoins, de cette perception et puis aussi de leur demander, pour eux finalement, c'est quoi la pêche, en Méditerranée en 2025-2024 et moi c'était en 2016. Ils sont sur un état assez alarmiste, c'était à l'époque en 2016, alors en 2025, j'imagine même pas, mais ils avaient conscience et ça a été un peu la claque de me dire: «En fait, qu'est-ce qu'on fait? C'est des filets, c'est du plastique. Le plastique, on nous dit qu'il faut le recycler. Nous, on nous impose de trier les plastiques, mais eux, ils ont pas de poubelle, ils ont rien du tout. Faut faire quelque chose» et donc à partir de ce moment-là, en fait, je fais une recherche un peu bibliographique. Je tombe sur une société qui est basée en Californie et au Chili qui s'appelle, Bureo. Bureo, c'est une, société qui recycle les filets depuis 2014-2015 pour en faire des skateboards et donc l'idée de retransformer un filet qui pue le poisson en un objet du quotidien, un objet fun, un objet qui va à la plage et cetera, ça rentrait complètement dans les valeurs. Sachant qu'en plus, ils, valorisent le métier de la pêche et que ce sont des femmes qui participent aussi au tri, nettoyage des filets. Donc ça crée un nouvel emploi sur le village de pêcheurs, au Chili. Donc ça fait vraiment toute une économie circulaire et une économie sociale et solidaire, donc c'était intéressant. Après, vous avez une boîte qui est énorme, beaucoup de gens travaillent avec, c'est Econil. Econil, ça fait 35 ans qu'ils recyclent les filets. Ils sont basés en Italie. Si vous achetez du Adidas ou du Nike, en fait, la plupart de leurs vêtements sont faits en filets de pêche recyclés. Et eux, leur premier produit, c'était des moquettes. Mais voilà, c'était vraiment des preuves de concept que on peut créer une économie, on peut créer quelque chose, on peut créer un objet et carrément créer une filière à travers ça. Avec tous ces éléments, moi je venais juste d'un BTS GPN, pas de formation en plastique, pas de formation industrielle. Je suis allée voir des Fab Labs
Il y en a un à la friche, à Marseille. Ils m'ont aidé à construire une machine. Donc c'est une machine, c'était une broyeuse et une machine pour faire fondre donc le filet derrière. Bon, je vous le déconseille, hein, c'est pas bon du tout, mais au moins on a pu faire, cette preuve de concept. Ce qui nous a amené finalement à se rendre compte que le filet fantôme, donc ce filet perdu en mer, aujourd'hui, il est non recyclable. Quelqu'un qui vous dit que quelqu'un arrive à recycler le filet qui vient de la mer, qui est resté minimum 3 mois, 6 mois, 1 an ou même 2 ans en mer, c'est impossible. Donc il y a des associations, hein, qui récupèrent ces filets. Vous avez des associations, scientifiques. Vous avez l'Office française pour la biodiversité, donc l'OFB, qui a un programme. Vous avez, l'Institut d'océanographie de Marseille, qui a également un pôle de recherche là-dessus. Et analyse également sur les filets fantômes, au bout de combien de temps un filet recrée de la vie. Puisque un filet fantôme, ça dit bien ce que ça dit, c'est qu'il va continuer à pêcher. Et donc en fait, cette matière organique qui va s'encrasser finalement dans le filet, va concrétionner, va se calcifier. Et en fait, on va créer un nouveau récif. Et donc il y a un protocole qui existe depuis 2017 sur le fait qu'on ne retire pas un filet systématiquement dans le milieu marin. Et donc vous voyez qu'au final, on fait vraiment de la recherche, qu'on fait du suivi, de la quantification, du recyclage. Donc à partir du moment où on a réussi à définir que non, le filet fantôme n'était pas recyclable, on s'est plutôt intéressé sur le filet usagé, c'est-à-dire le filet que le pêcheur jette parce qu'il est trop vieux, parce qu'il est cassé tout naturellement. Et là, c'était la boîte de Pandore. Pour les filets fantômes, on a quand même travaillé avec un laboratoire de recherche. C'est grâce à ce laboratoire de recherche que d'abord je me suis lancée. Parce que juste avec ces réflexions de qu'est-ce qu'on fait de ces filets, il y a qui sur le terrain, j'ai rencontré quelqu'un par hasard dans un bus en allant à un salon de l'exposition, le Biomime Expo. Biomime Expo, c'est le salon du biomimétisme en France et il est à Marseille au mois d'octobre. Donc, je vous invite à regarder tout ça. Il y a aussi, ils font un événement à Paris, à Saint-Lys, le Biomime Expo, donc j'étais en tant qu'exposante. À ce moment-là, ils avaient fait un bus avec tous les exposants et dans ce bus s'assoit quelqu'un à côté de moi et me demande ce que je fais dans la vie. Alors je lui explique mon métier chez Natural Solutions et puis au final, il me dit non mais tu veux faire quoi plus tard dans la vie? Donc je lui parle de ce projet de filet et il me dit bah écoute, monte une association et à la rentrée en septembre, je te mets à disposition 120 étudiants en biotechnologie pour travailler sur la matière. Et donc je l'ai écouté, je ne connaissais pas cette personne. L'école s'appelait Sup Biotech. Il m'a rappelé en septembre. Au début, je me suis dit, bon, ça va être peut-être juste quelqu'un qui m'a dit de le faire et puis il me rappellera pas. En septembre, il m'a appelé et il m'a demandé si j'avais monté l'association. J'ai dit oui, j'ai bien monté l'association. Il me dit, elle s'appelle comment? Elle s'appelle Palana Environnement, qui veut dire océan en amérindien de Guyane, en Kalinia. Et donc, on a travaillé avec Sup Biotech pendant 2 à 3 ans sur justement cette matière, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'un filet, comment on le récupère. Et donc cette association s'est professionnalisée aujourd'hui, alors je l'ai quittée en 2019, mais elle s'est professionnalisée pour aller récupérer les filets perdus en mer. Donc ce ne sont que des plongeurs professionnels, classés 1B et 2B. Le Palana Environnement me permettait finalement, en tant que cofondatrice de cette association, de chercher des solutions, d'aller rencontrer des acteurs, rencontrer des industriels. J'ai travaillé avec Veolia pour apprendre comment on recycle un plastique. Et en parallèle, en fait, se montaient à côté de moi des petits Bretons, alors qui s'appellent Phil et Fab. Et Phil et Fab, eux, si vous cherchez un petit peu sur les archives de Google, parce que si on marque juste filet Fab, on la trouve pas tout de suite, mais on va trouver une vieille espadrille faite en filet de pêche. Et comme moi, c'était la première preuve de concept de recyclage de filets usagés en France. Et on est arrivé et on s'est connus au ministère de la transition écologique en 2017-2018 où on était arrivé avec plein d'utopies, plein de rêves, en se disant waouh, on va être soutenu. Et puis donc on se présente avec Théo Després, celui qui était à la tête aussi de Filet Fab. Il explique son projet, j'explique le mien. Alors au début, on se regardait un peu en concurrent. Et puis se passe cette réunion. C'était un peu la douche froide, clairement.
Parce que donc il présente son activité, il présente leur espadrille et là quelqu'un, qui faisait partie de cette réunion, il y avait des gros industriels, il y avait des lobbies du plastique, il y avait, des gens du ministère évidemment, des chargés de mission, d'autres associations et là quelqu'un du ministère, se lève et il lui dit: «Ah bah, ton projet il est mignon mais il marchera jamais». Alors bon Théo, bon OK d'accord, super. À l'époque il avait 19 ans quand il s'est lancé, moi j'en avais 22-23 et donc moi je prends la parole, je présente mon projet, je dis: «Bah oui, les pêcheurs en fait, ils sont en demande, ils sont vachement conscients, ils ont envie qu'on les accompagne, ils ont envie d'avoir des poubelles sur les ports» et en fait, donc cette même personne me coupe la parole et me dit: «Ah mais mademoiselle, vous ne connaissez rien à la vie, je vous invite à retourner en stage ou à l'école». OK. Ça fait toujours plaisir ce petit moment-là, surtout quand on arrive avec des rêves, quand on arrive avec, aussi de l'information concrète en disant: «Bah, en Italie, en Californie, ça fonctionne». Alors je pense pas qu'il était payé par le lobby du plastique, mais, c'est plutôt quelqu'un qui avait 60 ans, qui était resté trop longtemps dans les bureaux et qui avait oublié ce que c'était que le terrain. Parce que quand on parlait de pêche, lui et moi, c'était un fossé. Pour lui, la pêche, c'est que des gros bateaux industriels, de 50 mètres de long, qui pêchent tous les jours et cetera. Alors que je disais: «Beh, non, mais nous en Méditerranée, c'est plutôt l'inverse». Donc on avait un décalage, en fait, générationnel aussi, un décalage de plein de choses et puis on arrivait avec Théo, avec notre utopie, de dire: «On peut recycler les filets» et en fait, le fait que ce soit nous jeunes inconscients de 19 et 22 ans qui avaient une idée et que en fait c'est pas eux qui l'avaient, ça a complètement, froissé leur petit ego, on va dire ça. Donc on était un peu, retournés suite à cette réunion. Le soir même, on se retrouvait avec Théo, on a planifié un plan d'attaque, en disant: «Non mais en fait, on va pas se décourager, il est hors de question. Moi je suis une nana, toi tu es un jeune, bah vas-y on y va». Et donc on a fait un pari fou, c'est-à-dire on s'est unis, en disant: «Bah écoute, c'est quoi ta compétence? Qu'est-ce que tu sais faire?» Donc eux, Phil et Fab, voulaient devenir industriels avec des machines à 250 000 € avec, ils avaient vraiment une volonté d'être la première industrie française de recyclage des filets de pêche en France et moi je lui ai dit: «Écoute, moi je veux être la première à être la première voix des pêcheurs, de France. Je veux être la première à faire de la quantification de déchets, des pêcheurs. Je veux être la première à aller sur le terrain et si on mélangeait nos compétences, on pourrait peut-être avoir un meilleur discours et être plus pris au sérieux». Et en fait, ça a été la meilleure idée qu'on ait fait puisque, 6 mois après, on arrivait à rentrer en contact avec la région Occitanie, à présenter en fait notre fusion de compétences. On n'a pas fusionné nos sociétés, parce que, on se disait qu'on était encore en décalage pour fusionner, mais que c'était plutôt intéressant de travailler en collaboration, en intelligence collective et donc, on est arrivé en Occitanie en disant: «Bah voilà, moi j'ai une association, Phil et Fab étaient aussi à ce moment-là en association». La région Occitanie nous a dit: «OK, mais par contre, vous pouvez pas rester en statut associatif». Donc Phil et Fab sont passés en SAS, en société à action simplifiée et moi j'ai quitté Palana Environnement parce qu'il y a eu des discordes entre associés. C'est jamais facile la vie d'entrepreneur, surtout sur l'humain et donc j'ai repris une société qui était un peu en train de couler, qui s'appelait Clickdive. Alors, vous trouverez plus le site internet, mais vous pouvez trouver pas mal d'articles de presse et donc Clickdive en 2020 m'a proposé de prendre la direction de cette société et on a pu, en fait, grâce à ce passage en société de nos 2 structures, que ce soit Phil et Fab et la mienne, avoir un contrat sur, toute la région Occitanie. Donc on a travaillé pendant la phase Covid sur l'élaboration d'un schéma organisationnel portuaire pour l'ensemble, de la région Occitanie. Donc ClickDive à la base avant que je la reprenne, elle existait aussi depuis 2016. C'était de sensibiliser les plongeurs à la pollution plastique. Donc on était un petit peu sur les mêmes valeurs. Ils avaient créé une marque, le savon des plongeurs. Pareil, le site fonctionne mais il y a plus de commandes, je vous expliquerai après. Et c'était vraiment de sensibiliser le plongeur parce qu'encore une fois, si vous regardez bien dans la pratique du sport en mer, tout est en plastique. Il y a aucune filière de recyclage, mais vraiment de recyclage industriel. Alors oui, il y a de l'upcycling avec les combinaisons de plongée, mais derrière, il y a pas grand-chose. Donc l'idée, c'était vraiment de travailler, sur la réduction du plastique déjà dans les gels douches, d'où le savon des plongeurs qui était de soutenir l'artisanat local à Marseille, puisque c'est un peu le fief du savon, Marseille, à travers cette marque
et derrière de continuer à faire de la donnée scientifique parce que Brice et Bénédicte, mes 2 associés dans cette société, sont des chercheurs, des analystes en base de données et donc de justement, l'idée de quantifier le déchet leur plaisait pas mal. Donc j'ai repris cette société en 2020 et ça a été le boom de nos projets avec Phil et Fab. Phil et Fab a réussi à avoir des financements de leur région en Bretagne. Ils ont réussi à avoir des aides de France Active. De notre côté, on n'a eu aucune subvention chez nous. On n'a pas en région PACA, en Sud PACA, on n'a pas été trop soutenu. Donc, on a tout fait en fonds propres et on a gagné en fait des appels d'offres. On a fait de la prestation de services, ce qui nous a permis de vivre jusqu'à l'année dernière sur des contrats, sur de la prestation, sur des missions, travailler en Mauritanie, sur la problématique des déchets marins aussi, travailler en Guyane l'année dernière sur les filets de saisie par la douane. Et donc au niveau de la prestation, en gros, c'était, en fait, on proposait d'identifier. Alors moi, je faisais la première phase de terrain, pardon. Première phase de terrain, c'est-à-dire rencontrer individuellement les pêcheurs. Pourquoi individuellement? Parce que chaque pêcheur est différent. C'est comme chaque paysan est différent. Chacun va avoir une manière différente de gérer son déchet. Et donc, ma partie, c'était d'aller faire cette quantification individuelle, de donner ces données à Phil et Fab, donc à Théo, qui lui arrivait après avec moi sur le terrain et on faisait une prestation d'aller rencontrer les gestionnaires portuaires, des chantiers d'insertion, des centres de tri, des collecteurs de déchets, Guyot, Nicolin, Suez, Veolia, Paprec, tous ces gens-là, et d'identifier lesquels pourraient être un bon partenaire sur la filière, qui pourrait financer, qui pourrait aller collecter, qui pourrait stocker. Et donc à la fin, en fait, on sortait un schéma en disant bah sur le port, il y a 600 kilos de filets, il faut aller les récupérer tous les 3 mois. Au vu de la cadence, ça peut être ce chantier d'insertion-là, et si on a plus, ça pourrait être un Guyot environnement. Et donc en fait, c'était ça notre prestation, c'était vraiment de proposer une filière de collecte et de valorisation des filets de pêche. Donc là, vous aviez ce que faisait Filet Fab, donc c'était de transformer le filet en granulé, en matière première, en faire du plastique parce que c'est du plastique, et derrière de les vendre à des marques, notamment Armor Luxe pour les montures de lunettes et Ulysse Nardin pour faire une partie des montres. Et l'autre valorisation que nous on avait localement, c'était de travailler avec la société Yadis pour fournir du filet. Donc ça, c'est des filets à anguilles, des filets qu'on appelle les trabacs, etc. pour aller collecter les déchets plastiques dans les ports. Donc ça, c'était vraiment de la solution de réemploi pour faire de la dépollution. Et les autres projets, on était aussi sur des projets artistiques de créateurs. Donc on a travaillé sur des sacs à main faits en filet de pêche, en jean recyclé, en cuir recyclé et qui étaient vendus aux Galeries Lafayette. Voilà. Donc on avait un peu plusieurs solutions à chaque fois en fonction du filet. On allait lui trouver une seconde vie. Parce que c'est quand on arrive sur un port, en fait, on va avoir des filets mis en tas, juste abandonnés, avec des couleurs, des formes différentes, des textures différentes. Et donc, il faut à chaque fois dire, celui-là, il part dans telle filière, etc. Donc voilà tout ce qu'on faisait sur la prestation de services. Donc, on a pu développer ça sur tout le territoire du parc naturel marin du Golfe du Lion, sur une partie du Gros du Roi, etc. On avait commencé à faire en région PACA, avec la métropole de Nice, avec la Guyane aussi. Mais l'année dernière, on a eu une mauvaise réponse. Hein. C'est aussi ça. L'entrepreneuriat, c'est des montagnes russes. Je pense qu'il y en a peut-être quelques-uns qui connaissent un petit peu. Mais il y a des moments où on est super content, c'est la joie, on a gagné un contrat, on part en Mauritanie, on part en Guyane, c'est trop cool. Et puis le lendemain, vous recevez une mauvaise réponse. Et là, c'est la fin. Donc, en gros, on avait pris un prestataire pour nous développer une application d'analyse de données. Et en fait, ce prestataire nous a arnaqué de 70 000 euros. Donc, on avait eu des financements, etc. Donc, on a demandé à récupérer notre appli. On n'a jamais pu la récupérer. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a porté plainte. On a déposé un dossier au tribunal. Ça a duré 1 an et demi. On a eu les résultats l'année dernière, en juin 2024, et en fait, c'est nous qui perdons sur un tout petit détail parce qu'on n'a pas répondu à un mail le 14 août 2021.
Voilà, ça reste un tout petit détail, mais ce petit détail a été le grain de sable qui a fait, qu'on a tout perdu et pourtant on a découvert à travers notre procès qu'on était la 5e société à se faire arnaquer par ce prestataire, que ce prestataire est soutenu par des grandes, collectivités ou structures, sur Marseille. Mais en fait, nous on reste, trop petits, on est encore dans le monde des bisounours, donc on a perdu et quand on perd ce genre de procès, on vous demande de rembourser les frais de justice et donc là, pour mes associés et moi, c'était vraiment la goutte de trop. On avait eu des problèmes de santé parce qu'on s'était mis la rate au courbouillon sur, pas mal de projets, sur ça aussi, sur ce tribunal, hein, parce que c'est pas un moment de plaisir de passer au tribunal, de faire appel à un avocat et cetera. Donc ça a été vraiment le moment fin juin 2024 de se dire: «Faut qu'on arrête». Donc on a procédé à une liquidation judiciaire de la société. Donc en fait, voilà, en l'espace de 2016 à 2024, j'ai tout vécu dans la vie de société, dans l'environnement, de création, de moments magnifiques où on dit: «Ah bah, c'est super l'environnement, c'est super le recyclage» et puis en fait après il y a tout qui dégringole. Et donc quand vous êtes chef d'entreprise, ça il faut que vous le reteniez, c'est que, vous n'avez pas le droit au chômage, vous avez le droit à rien. Donc quand vous décidez de fermer une société, il faut digérer votre information, mais en même temps trouver une solution tout de suite de repli. Et donc j'ai eu cette chance de postuler à un établissement de formation BTS, GPN et donc depuis septembre, je suis formatrice en concertation, aménagement du territoire et médiation scientifique pour des BTS à Gardanne, en formation continue, donc des adultes et en formation d'apprentissage en alternance à Marseille au lycée des Calanques. Donc vous voyez, tout un parcours qui peut, aller de partout dans tous les sens, mais je reste quand même très cohérente sur mon domaine qui est l'environnement, la concertation, l'humain. Parce que je pars toujours d'un principe qui est que l'environnement ne peut pas se faire si on n'arrive pas à intégrer l'ensemble des personnes, mais aussi des personnalités. Il faut qu'on arrive à travailler avec des acteurs totalement opposés ou différents. Et en fait, c'est ça qui va nourrir et enrichir tout un projet, que ce soit des scientifiques, des chasseurs, des pêcheurs. C'est eux qui vont vous donner de l'information. Et aussi, c'est ce que moi j'explique à mes élèves, c'est d'être sur le terrain. Être sur le terrain le plus possible et que votre métier, en fait, soit une passion. Dans l'environnement, on n'a pas le choix que d'aimer ce qu'on fait parce on va devoir le représenter, on va devoir le transmettre, on va devoir le partager, soit faire de la donnée, soit faire une publication juste des réseaux sociaux, ça c'est transmettre. Et en fait, si vous n'êtes pas passionné par ce que vous faites, c'est toujours un petit peu plus compliqué et les gens vont du mal à vous croire sur si vous dites bah si la huppe facée c'est une espèce migratrice qui vient d'Afrique et elle fait un petit chant hop hop hop. Si vous n'avez pas toutes ces informations et que vous savez pas le transmettre, vous perdez votre discours. Donc voilà, c'est un petit peu tout ce que j'ai fait. Alors en parallèle, l'année dernière, j'ai été consultante pour une société dans les énergies renouvelables dans le cadre des réponses d'offres de l'éolien en mer au large de Fos et de Perpignan. Donc j'ai travaillé avec une grosse boîte sur justement la démarche de concertation territoriale, de créer une dynamique autour de bon, ok, il va y avoir des éoliennes, on n'a pas le choix, l'État les veut, comment on fait, avec qui, comment on va faire ces mesures compensatoires, qui va les financer, qui va les prendre en charge, qui sera vraiment les personnes impactées et donc du coup d'accompagner dans un dialogue intelligent de comment on va travailler avec les pêcheurs, comment on fait un parcours pour que les pêcheurs ça ne les dérange pas, etc., etc. Et donc j'ai pu faire ça pendant 1 an, ce qui m'a aussi donné cette expérience d'un grand groupe, donc c'est RWE. Et alors malheureusement c'est pas une société très verte, ce que j'ai découvert en intégrant cette société. Ils ont d'autres activités pour compenser leur impact écologique. Mais ça reste aussi des entreprises intéressantes sur leur manière de fonctionner, sur justement l'expérience d'une entreprise privée. Très importante parce qu'ils étaient 500 salariés en France, donc ils sont toujours 500 salariés en France. Donc c'est toujours une expérience bonne à prendre. Voilà, après sur les expériences pro, en fait, ce qui ressort de ce que j'ai vécu, c'est le réseau. C'est le réseau que j'ai pu construire, c'est les rencontres. J'ai fait des rencontres incroyables. J'ai eu la chance de participer à un documentaire National Geographic avec Alexandra Cousteau sur la pollution plastique. Il est encore en ligne. Je suis allée le voir il y a pas longtemps avec les élèves. Et on a fait un échappée belle également. Peut-être que vous l'avez vu, ça s'appelle Méditerranée. Et c'était avec Sabine de C'est pas sorcier. Donc oui, c'était pas très original, mais on a fait Sabine et Sabine.
C'était assez drôle. C'était une expérience assez sympa de justement valoriser les pêcheurs. Parce qu'à chaque fois, ce qu'on a fait, alors excepté National Geographic, mais vraiment à chaque fois, chaque article de presse, chaque vidéo que vous pouvez retrouver en cherchant mon nom et mon prénom, vous allez voir qu'en fait, on va valoriser le métier de la pêche artisanale, on va soutenir ce métier, puisqu'en fait, ce qu'on sait surtout en termes de conclusion à travers tout ça, c'est qu'il y avait le projet de recyclage des filets de pêche, mais il y avait aussi cette démarche de se dire: «Ah mais attends, si la pêche, elle s'arrête en Méditerranée, qu'est-ce qui se passe? Qui va prendre le relais de la pêche, si les petits pêcheurs disparaissent?» Et en fait, c'est devenu un peu un combat pendant ces années de dire: «Mais non, on a besoin de la pêche artisanale, on a besoin de ces gens-là, on a besoin de leurs compétences», parce qu'ils savent beaucoup de choses sur l'état de la mer. Ils savent, comment elle évolue en termes de température, en termes d'espèces. Avec les changements climatiques, il y a des nouvelles espèces de poissons et en fait, ces données-là, de temps en temps, quand j'arrivais à des réunions scientifiques, je donnais, cette info en disant: «Bah, voilà, les pêcheurs, de ce côté-là, ils ont vu telle espèce et vous, ah oui, bon, d'accord», et en fait, on avait tout un dialogue parce que les gens sur le terrain ont la connaissance. Donc c'était vraiment cette partie-là, moi, qui me plaisait le plus, de rencontrer les pêcheurs, de discuter avec eux, d'échanger sur leur train-train de vie, mais aussi sur leurs difficultés aussi. C'est vraiment pas un métier facile, hein, métier de pêcheur, petit métier, même chalutier, c'est vraiment des métiers, un peu, où ils sont arrivés par défaut. La plupart du temps, ils avaient 14 ans quand ils sont arrivés sur le bateau. Parce qu'ils étaient mauvais à l'école et mais que leur papa ou leur grand-père était pêcheur, alors, bah, ils se sont retrouvés sur le bateau parce qu'il fallait, quand même travailler. Donc ce sont des métiers qui sont devenus à force des métiers passion. Aujourd'hui, la plupart, s'ils arrêtent, c'est un crève-cœur parce qu'ils adorent, aller en mer, ils adorent faire des vidéos de dauphins, de faire des photos de coucher de soleil. C'est des moments magiques pour eux, c'est le moment où ils sont bien et c'est un peu, des ours en guimauve. C'est-à-dire qu'ils sont difficiles à aborder au début. Ils ont peur, ils ont beaucoup de défiance et de méfiance vis-à-vis des associations. Donc le fait d'avoir été une société, une SAS, ça a vachement aidé. Ça les a vachement rassurés parce qu'on avait rendu la donnée anonyme. En rendant la donnée anonyme, on permettait aux pêcheurs de vraiment pouvoir nous parler parce qu'il y a des données officielles, des données non officielles. Parce qu'évidemment, il y a une réglementation sur la longueur du filet qu'ils ont le droit de mettre en mer. Et moi, j'avais besoin de l'ensemble de la donnée. De savoir, mais oui, mais je sais que tu cales pas ça. Je sais que tu ne mets pas cette distance-là en mer. Est-ce que tu peux me donner cette vraie donnée? Ça va me permettre de justement identifier correctement la filière, d'identifier tes besoins, d'identifier la taille du bac. Est-ce qu'on met un container de 2 mètres cubes, un container d'1 mètre cube? Comment on adapte, comment on forme nos chantiers d'insertion? Et en fait, tout partait d'eux. Et cette confiance, elle a été, pas si compliquée à mettre en place. C'est franchement la partie la plus simple même, j'ai envie de vous dire, de mon métier parce que j'avais ce côté naturel d'aller discuter avec eux, de m'intéresser à eux et d'avoir aussi leur vocabulaire. Quand on fait ce genre de métier de concertation, il faut qu'on connaisse tous les types de profils avec qui on va discuter, mais surtout de pouvoir s'adapter avec leur vocabulaire pour qu'on puisse avoir une conversation et aussi leur montrer en fait qu'on s'intéresse vraiment à leur métier, à qui ils sont, à leur matériel. Par exemple, un filet ne s'appelle pas un filet à Nice. À Nice, ça s'appelle un gut. Si vous allez, à Montpellier, un filet, ça s'appelle, le crin. Parce que à l'époque, dans les années 60-70, ça ressemblait à du crin de cheval, le filet. Mais par contre, si vous allez à Marseille, ça s'appelle le filet. Et chacun va avoir ce vocabulaire, cette langue et il faut réussir à s'adapter. Alors des fois, j'arrivais et je disais: «Ah oui, ton gut, ah non, mais là, je suis pas à Nice, je suis à Montpellier, pardon, excuse-moi». Et donc ça aussi, ça les rassurait. Ce qui a vachement fonctionné aussi pendant ces années, ça a été le réseau entre pêcheurs bah, ils se connaissent tous, hein, c'est un petit monde, souvent c'est des cousins, c'est des tontons, c'est des tantes, c'est des oncles et donc ils se passaient mon numéro et donc on a pu travailler comme ça avec la Corse. Parce que là, c'est carrément les pêcheurs qui sont allés voir le comité régional des pêches et qui ont demandé d'avoir la filière sur leur territoire. Donc on a récupéré comme ça en 2023 20 tonnes, 20 big bags, donc ça fait, 15 tonnes de filets. Donc on a récupéré comme ça parce que ce sont les pêcheurs qui avaient pris pas forcément conscience, mais juste, bah, ils savaient que quelqu'un pouvait s'en occuper et le faisait en partage, en toute transparence. Alors, ces partenariats, alors certains, continuent l'activité, donc le parc naturel marin Golfe du Lion continue l'activité, le CEPRALMAR aussi avec qui on travaillait sur l'Occitanie, Filet Fab
Le président, donc Théo, est parti, il y a 2 mois. C'est vraiment tout récent. Alors la question c'était, mais du coup, est-ce que tous ces partenariats sont toujours actifs, avec Fil et Fab? Alors oui, certains partenaires en fait existent, et continuent notre activité. Parce qu'on a lancé la dynamique, ils ont tout avec eux, ils ont tous les rapports, ils ont tous les numéros, ils savent avec qui il faut travailler et cetera. Après certains se fatiguent, hein, comme, je disais Théo Després, le président de Fil et Fab a arrêté. Il a quitté la structure. Par contre Fil et Fab existe toujours. C'est un peu en stand-by, c'est un peu un entre-deux, mais Phil et Fab est toujours présent. Après, il y a des nouvelles personnes qui se lancent. On a vu qu'il y avait des jeunes qui tentaient de recycler les filets de pêche. Alors, en termes de réglementation, les filets de pêche aujourd'hui, depuis décembre 2019, grâce à notre travail, s'inscrivent dans une, responsabilité élargie des producteurs, donc une REP dans la loi AGEC, la loi, sur le déchet à usage unique. Et en fait, tous les filets, normalement, depuis le 1er janvier 2025, doivent être recyclés dans une filière nationale avec un éco-organisme qui doit gérer la filière au niveau national. Sauf que ce qu'on nous a fait comprendre, il y a 2 ans, c'est que ce serait jamais Filet Fab qui travaillerait sur la filière, et pourtant c'est le seul industriel français. Mais encore une fois, c'est parce qu'ils nous connaissent pas encore assez, pourtant on est quand même présent. Est-ce que vous avez dû batailler pour inclure les filets de pêche dans les REP? Alors, oui et non. Ça faisait partie des discussions entre 2016 et 2019. On a demandé, on était beaucoup à demander à ce que les filets soient inclus dedans, mais finalement on a regretté d'avoir fait ça, puisqu'ils ont décidé de faire appel à une, société qui devait, accompagner l'État sur le choix du recycleur, et en fait cette société n'a jamais fait appel à nous, ne s'est jamais vraiment intéressée. Nous a dit en visio, il y a 2 ans, que ce qu'on avait fait, c'était bien, mais que c'était pas professionnel, que ça n'avait pas une dimension si importante que ça. Alors nous, on était quand même en train de structurer la filière sur toute la région Occitanie. On avait quand même réussi à choper un contrat de prestation pour la région Sud PACA. Phil et Fab travaille sur toute la Bretagne, sur le sud de la Normandie, et donc nous dire qu'on n'était pas assez professionnel, ça nous a un petit peu, choqués, et en fait, on a compris que derrière, il y avait quelqu'un qui est beaucoup plus âgé que nous, qui a 80 ans. Ça fait 30 ans qu'il récupère les déchets, partout en Europe, et en fait, c'est son fonctionnement. Ça a été, enfin, on a compris, voilà, que c'était un peu magouille et compagnie. Donc ouais, c'est assez dingue, tout ça. On a vu et entendu beaucoup de choses, hein. Le déchet, c'est une mafia. Ça rapporte énormément d'argent quand on sait bien le faire. Alors nous, on savait pas bien le faire, puisqu'on avait intégré du social, on avait intégré de l'insertion, on avait intégré de la transparence, on avait intégré un industriel français, enfin tout se faisait en France, et donc c'était pas forcément, c'est sûr que pour une banque, c'était pas pris au sérieux. Ils nous disaient: «Mais ça rapporte pas économiquement». On disait: «Mais il faut voir au-delà que le côté économique, c'est aussi le côté impact». De mon côté, moi j'ai formé 15 personnes en insertion. Chez les Fab, l'année dernière, ils avaient 6 personnes en insertion qui étaient employées. Donc on estime qu'on a eu un impact à peu près sur une trentaine de personnes qu'on a formées, sensibilisées à l'environnement par l'action, qu'on a présenté un nouveau métier, on a créé un métier qui n'existait pas, qu'on a inspiré, on voit donc, des jeunes, qui essayent de se lancer sur le recyclage des filets. On voit que ce qu'on a tenté de faire, ça a soulevé une dynamique aussi auprès des pêcheurs, que les pêcheurs se laissent moins faire aussi sur le recyclage des filets, sur d'autres problématiques autour du déchet. On les entend un petit peu plus maintenant en réunion. De plus en plus, je vois des pêcheurs parler de leurs problématiques de déchets, ce qui n'était pas du tout le cas. Donc finalement, ce qu'on a fait, ça a été de débroussailler pour vous, pour les autres, pour, la nouvelle génération qui arrive et qui a encore plein d'énergie à donner. On a fait ce qu'on a pu avec nos moyens, nos petits bras, notre culot. On a essayé, voilà, de donner un peu une image plus positive de la pêche artisanale en France. On a essayé de valoriser un déchet qui pue le poisson, mais après recyclage qui ne pue plus le poisson. On a essayé de faire beaucoup de choses. C'est pas en vain, parce qu'on sait que, voilà,
et une nouvelle génération arrive avec, plus d'énergie, peut-être plus de contacts, que nous, peut-être plus de moyens financiers et le fait d'avoir, débroussaillé tout le terrain, aujourd'hui, ceux qui vont se lancer sur ce domaine-là vont avoir peut-être plus de légitimité que nous, qui étions vraiment jeunes aussi, que personne ne connaissait. Aucun de nous 2 était connu dans le monde de l'environnement, de l'industrie et cetera et puis un déchet qui était complètement méconnu, que ce soit de la presse et des industriels. Les ONG connaissaient ce problème, mais s'étaient jamais penchés sur le pourquoi il y avait un problème et donc c'était important de travailler là-dessus. J'espère que je vous ai pas trop ennuyé avec, mes filets, mon recyclage, cette hi et toute cette histoire. J'espère que ça vous a quand même donné envie de vous renseigner un petit peu plus. Vous avez pas mal de documents en ligne, vous avez, il y a quelques vidéos, vous pouvez retrouver, bah, les replays de Échappée belle Méditerranée qui présentent pas mal de projets et puis n'hésitez pas, pour ceux qui sont intéressés, à me rajouter sur LinkedIn pour suivre la suite. Il y a aucun problème puisqu'évidemment il y aura une suite. J'ai pas encore défini quelle sera, sous quelle forme, mais par contre je ne vais pas recréer quelque chose, s'il y en a qui se posaient la question. Je vais, plutôt rejoindre, des projets qui, eux aussi, m'inspirent ou des entreprises qui m'inspirent ou des associations qui m'inspirent pour donner de la voix et continuer, en fait, à accompagner et transmettre tout ce que j'ai fait puisque finalement tout mon métier est transposable à un autre. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un avis et à partager autour de toi. Tu peux retrouver tous les liens utiles dans la description. Pour rappel, retrouve comment aider les associations partenaires sur mon site conservationjourney.org ainsi que toutes les ressources pour t'orienter. Il y a autant de manières de s'engager pour la préservation de la biodiversité qu'il n'y a d'humains, alors j'espère que ce podcast et toutes mes ressources vous aideront à trouver la vôtre. À bientôt dans un nouvel épisode.